Coucou, bonsoir, bienvenue à l'oreille qui gratte. Coucou Benoît. Coucou Simon. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous hebdomadaire du mardi entre 19h et 20h30 sur les ondes de Agora FM 94. Un rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission qu'on peut aussi retrouver en ligne sur le web au www.l'oreillequigratte.com. Donc Benoît ne nous dit pas qu'est-ce qu'il y a sur le site parce qu'il est mort de rire. Donc sur ce site, vous retrouvez les émissions en ligne pendant environ 6 mois. Vous retrouvez les lives acoustiques quand nous avons de l'acoustique. Les photos de nos invités. Les playlists. Des articles, des interviews et d'autres choses. Prenez le temps de fouiller, il y a énormément de choses à découvrir sur ce site. Donc www.l'oreillequigratte.com, vous écrivez ça en français, sans tiret, sans apostrophe, ni quoi que ce soit. Ce soir, on est ravis puisqu'on reçoit Anthony. Anthony qui est à lui tout seul le groupe M83, donc on est vraiment ravis que tu sois là puisque tu es en pleine tournée et donc ça fait plaisir que tu aies pris le temps d'être avec nous. Et ensuite parce que l'on adore ta musique, tu étais déjà venu il y a environ 2 ans et là tu reviens donc pour présenter le 3e album du groupe, Before the Dawn. Merci pour l'accent. Coucou. Je l'ai bien fait mon coucou. Hein. Ouais. Non, on voit que tu as de l'expérience. Bon, sinon à l'oreille qui gratte toutes les semaines, il y a un album qu'on met en avant. Ce soir, c'est le Mercury Rev, le 6e album de Mercury Rev et le 3e depuis que Dave Friedman est à la production. C'est l'album The Secret Migration. Sinon, plein de nouveautés comme The Destroyer, une autoproduction comme chaque semaine, la rubrique de l'album essentiel de Benoît et derrière les manettes Kevin, que l'on salue bien ce soir. On démarre par le morceau, le single, je crois, de l'album de M83. Tu me le dis le titre parce que moi mon accent sera une horreur. Alors le titre c'est Don't Save Us from the Flames. C'est a priori le single de l'album, c'est ce que tu nous disais en tête, tu confirmes ? Ouais, c'est le single, ouais. Voilà. Donc du 3e album de M83, Before the Dawn, Else. Us. C'est l'horreur mon accent. Laisse tomber l'anglais, laisse tomber. Tu étais donc déjà venu ici même il y a 2 ans pour présenter donc le 2e album. Depuis cette date, on t'a vu en concert à Monaco. Enfin, on vous a vu puisqu'à l'époque c'était encore un duo sur scène à Monaco. C'était donc la musique de M83. C'est quelque chose d'assez atmosphérique qui varie entre de l'électro, du rock, qui renvoie à Teenage Dream ou à My Bloody Valentine. Et sur scène, c'était vraiment des choses plus post-rock également. Oui, c'est vrai, ouais. Et sur scène, c'était vraiment la version noisy qui l'emportait. Et alors là, sur l'album, je savais pas quelle direction ça allait prendre. Donc, tu as choisi de garder cette couleur à mi-chemin entre ouais, je pense que c'est un mélange d'éléments électroniques mixés avec des sons plus noisy. Il y a beaucoup de guitare et une batterie acoustique. Et donc, il y a ce côté groupe de rock qui avait peut-être pas sur les 2 premiers albums. Est-ce que c'est la tournée que vous avez faite qui t'a donné envie de te tourner plus vers des guitares sur cet album ? Je pense, et puis il y a un petit peu aussi le fait de faire évoluer le projet vers un truc plus acoustique, vu que les 2 premiers étaient vraiment très électro et avec un petit peu de guitare électrique, c'est vrai, mais les 2 premiers albums étaient très électro, donc celui-là, je voulais qu'il soit un peu plus différent des autres et donc le fait d'avoir ajouté des instruments acoustiques, ça le... Puis il y a le chant qui fait son apparition aussi. Ouais, il y a ce côté pop qui est rajouté par le chant, donc pas mal d'apparitions. Ouais. Alors comment ça s'est passé au niveau de l'enregistrement ? C'est toi qui a fait toutes les prises, tu as fait appel à d'autres musiciens. Est-ce que c'est des musiciens qui font partie de la tournée ? Ouais, le batteur qui est sur le disque fera partie de la tournée. Et puis il y a un bassiste, un guitariste en plus. Moi je fais des claviers et de la guitare. Et tu m'as dit que tu chantais aussi maintenant. Ça, ouais, je chante sur scène. Ouais. Donc la voix qu'on vient d'entendre sur le single, là c'est bien toi. Ouais, avec plein de réverb. Donc ouais, c'est moi. Donc je me suis un petit peu lancé sur ce disque-là. Et puis il n'y a pas que moi. Il y a une fille qui chante beaucoup sur l'album qui s'appelle Lisa Papineau. C'est une américaine qui vit à Paris. Il y a le chanteur de Cyan et Ben, un groupe du même label que moi, Goom. C'est Ben donc, qui chante sur le titre numéro 4, Farewell and Goodbye. Et donc il y a pas mal d'apparitions et de guests sur cet album-là. Donc tu as pris confiance. Finalement, en toi, quand même, ouais, mais quand on parle de projet solo, c'est pas tellement ça parce que il y a tellement de gens qui ont collaboré avec moi sur le disque que finalement, ce serait dommage de ne pas les citer et de faire
de faire de ce disque un projet solo. Bon, malgré tout, là, on va écouter un premier extrait de notre album de la semaine, puis on reviendra quand même sur le passage de, entre guillemets, projet solo à groupe d'antan. Tu te doutes bien qu'on peut pas ne pas parler de ça. Donc, c'est l'album de Mercury Rev, c'est le 6e album de Mercury Rev. Donc, comme je disais en introduction, le 3e depuis que Def Friedman est arrivé à la production. Donc, Def Friedman, vous reconnaissez entre mille, c'est le gars qui produit les Famine Leaks, qui produit Spark et Horse, qui produit Mercury Rev, toujours avec ce son. Il a fait un Mogwai aussi, je crois. Ah bon, tu me l'apprends, ouais. Toujours avec ce son un peu psyché où il met couche d'instrumentation sur couche d'instrumentation. On le reconnaît entre mille. Et donc le nouvel album de Mercury Rev qui est toujours dans la continuité des deux précédents, mais avec un côté plus guilleré quand même. On écoute Secret for a Song. Donc Anthony, l'âme de M83, est-ce que les Mercury Rev, ça peut faire partie de tes influences ? Pas de mes influences, mais des groupes que j'ai l'habitude d'écouter, ouais, et puis que j'écoute assez régulièrement. Parce que quand on a choisi l'album de la semaine, Benoît et moi, on a dans les nouveautés, puisque l'album de la semaine est forcément une nouveauté, on a pointé Mercury Rev parce qu'on trouvait dans le côté production, dans le côté un peu côté un peu planant, dans les sons, la manière de produire. On en a retrouvé quelques petits. Ouais, mais il y a ce côté un petit peu onirique, un peu planant, qu'on retrouve aussi dans M83, mais qu'on retrouve aussi dans tellement de groupes que finalement, il y a énormément de groupes qu'on peut classer dans la catégorie de ce genre de musique-là. Donc, mais ça fait pas réellement partie de mes influences premières en tout cas. Mais ce qui est amusant quand on parlait de tes influences, c'est ce qu'on avait déjà dit d'ailleurs il y a 2 ans, c'est que tu es tout jeune et que tes influences auraient tendance à aller vers des groupes, notamment des années 70, que tu n'as pas pu connaître de leur vivant. Ouais. Exactement, ouais. Enfin, surtout des groupes allemands de musique électronique, ouais. Comme Tangerine Dream ou Ashra Temple. Et donc c'est quoi, c'est tes parents qui avaient une discothèque énorme ? Bah non, pas du tout. Si j'avais écouté les disques de mes parents, je crois que je ferais pas ce style de musique là. Non, ils écoutaient assez de pas mal de variétés françaises, des trucs comme ça. Donc bon. Et donc ouais, vraiment des pas mal de groupes allemands, énormément de Brian Eno aussi. J'adore la musique électronique ambiante en fait. Puisqu'on parlait de la production, c'est qui s'y colle chez vous ? Alors, enfin, la personne qui a produit l'album s'appelle Antoine Gaillet, et puis j'ai participé aussi à la production, et voilà. Ok. On va écouter Destroyer, un groupe, mais vraiment un très bon album de 2004. Tout le monde est passé à côté. C'est vraiment un tort. C'est dans la même image planante que Mercury Rev. Et je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de cet album. Écoutez à l'oreille qui gratte, voilà, où l'on reçoit ce soir Anthony de M83. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves seul ? Bah, Nicolas est parti faire de la J-pop au Japon. Non, avec Osaka ? Avec Osaka on Fire. Exactement. Bah non, il s'est passé que on avait chacun besoin de travailler de plus en plus seul. Nicolas avait besoin de travailler sur son projet solo, et moi également, et puis voilà. Mais ça veut pas dire qu'on travaillera plus jamais ensemble. Qu'on se retrouvera plus sur scène ensemble, mais c'est juste pour l'instant c'est une coupure, en tout cas pour ce projet-là, quoi. Ok, je crois qu'il a un projet d'ailleurs, tu en faisais allusion, mais avec d'un disque qui sortirait sur le même label. Ouais, ça va sortir sur Goom, je pense, peut-être la fin de l'année ou avant, je sais pas. Je crois qu'il avance pas mal, là, donc c'est assez bien, c'est assez avancé. Ouais. Et donc moi je disais que de l'extérieur j'avais l'image que tu avais le côté électro et lui le côté rock, c'est une erreur ? Bah non, enfin j'ai l'impression que c'est l'image qu'on donnait aux gens, et c'était pas le premier à nous le dire, mais pas vraiment en fait. Je crois qu'on est aussi rock l'un que l'autre et aussi électro l'un que l'autre, donc finalement chacun apporte sa touche personnelle, aussi bien électro que rock que l'autre, quoi. Ok, on écoute un deuxième extrait de ton album, donc ouais. C'est la chanson numéro 8. Si tu lances le titre et que tu en dis 2 petits mots avant, ce sera mieux que c'est moi qui le fais. Ah. La 8, tu les connais pas par cœur ? Bah non. C'est Teen Angst. Ce soir à l'oreille qui gratte, alors effectivement tu t'es risqué au chant, tu t'es aussi risqué à l'écriture. Ouais, mais en coécriture en fait, parce que c'est surtout mon frère qui a écrit les paroles de ce disque-là.
ton grand frère Yann, si je m'abuse. Ouais, c'est ça, Yann. Trop fort. Et à part participer à M83, il a d'autres projets musicaux? Bah non, pas réellement. En fait, il est critique de cinéma et puis il est plus dans l'écriture de scénario, genre de tripla quoi. Ok, mais s'il est dans le cinéma et l'écriture de scénario, il pourrait pas caser vos musiques qui seraient parfaites en musique de film? Ah bah c'est pas son job, il est plus il critique les autres films, donc il fait pas des films, mais ouais, enfin moi c'est sûr qu'un jour j'aimerais énormément bosser sur une bande originale de film quoi. C'est un truc qui me botte et qui je pense pourrait vraiment coller à l'atmosphère de la musique. Et pour le tournage du clip, donc du single de l'album, tu y es arrivé avec quelques idées? Non, en fait, j'avais le choix entre. Enfin, j'ai donné quelques noms de réalisateurs que je trouve intéressants au niveau clip, et on est parti en fait sur le choix d'un Américain qui avait l'habitude de bosser avec des jeunes acteurs qui font très cinéma indépendant américain, donc voilà. Ok. On écoute un morceau suivant de cet album. On va écouter le morceau numéro 5. T'en dis 2 mots et tu le lances, s'il te plaît. Alors, il s'appelle Fields, Shorelines and Hunters. Et c'est un morceau finalement assez noisy. Ce morceau, on parlait des ambiances cinématographiques de M83. Donc, qu'est-ce que toi, tu as des images quand tu composes? Ben ouais, enfin je pense comme tout compositeur et tout musicien quoi, quand on fait de la musique particulièrement celle d'M83 qui est la plupart du temps instrumentale, c'est vrai qu'on a l'habitude de se créer des images dans notre tête quoi, donc c'est un truc je pense qui est propre à tout compositeur et à tout musicien. Et tu travailles à partir de quel instrument? Ben généralement les bases des compos c'est fait de mélodies, de synthé ou de guitare, et puis après je tourne autour, je rajoute un rythme, puis je laisse vraiment place à l'évolution quoi. Ça peut partir vraiment d'un morceau ambiante, ça peut devenir vraiment un truc assez pop ou rock à la fin. Enfin ça évolue tout le temps. Comment s'est passé le passage entre l'écriture du morceau et le travail que tu as fait avec les autres musiciens? Est-ce que vous avez répété? Comment ça s'est passé? Non, pas réellement. En fait, il y avait 2 musiciens en plus, c'était le batteur et le bassiste. Donc ils sont venus, on a loué une maison pendant un mois où on a fait tout l'enregistrement de tous les instruments. Et les maquettes étaient déjà en place, donc ils ont juste joué sur les trucs déjà préexistants, et je leur ai juste donné des consignes et je leur ai laissé quand même un peu carte blanche et un peu libre de... D'accord, tu avais déjà enregistré une maquette à la maison, voilà, un genre de fil conducteur sur exactement, ouais. D'accord. Donc ça, c'était Antibes, le premier travail, puisque tu... Ouais, il y a eu un premier travail de composition pendant 6 mois environ à Antibes, ouais. D'accord. Et donc, puisque l'on parlait de la scène, il y a eu, avant l'actuelle tournée qui est en ce moment, il y a eu des passages aux États-Unis. Donc, quel est l'accueil là-bas? Bah plutôt bon, écoute, c'est assez étrange parce que c'est pas notre pays d'origine, et puis finalement c'est le pays où on se retrouve à avoir le plus de succès. Donc il y a un accueil qui est beaucoup plus chaleureux que celui en France pour l'instant. Donc les salles étaient pleines tous les soirs, les gens connaissaient vraiment les morceaux et venaient te voir à la fin du concert. Et est-ce qu'on vous renvoie à la Friend Touch de Daft Punk ou Dare là-bas? Pas réellement. On nous compare un petit peu à ce genre de groupe-là, juste par le fait qu'on soit français, mais ça s'arrête là, quoi. Pas au niveau musical. Okay. Vous avez fait combien de dates aux États-Unis? On a fait une 12aine de dates. Et là, sur cette tournée, là, vous en faites aussi ouais, on a fait 15, ouais. 15 dates, ouais, hein. à peu près. T'es content de retourner aux États-Unis pour tourner? Non. Non. ouais, non, je suis plutôt content, ouais. Et il y a des affinités musicales avec des groupes comme R, justement je les connais pas. Enfin, si tu me dis si... Ah ouais, d'accord. Ouais, moi c'est un groupe que je respecte énormément. C'est vrai que sur le dernier album, je trouve que je suis moins rentré dedans et je trouve qu'ils ont été un peu feignants, mais sinon je trouve qu'une BO comme celle de Virgin Suicide, c'est un disque parfait. Oui, il est énorme. Voilà. Il est énorme. Mais dans les recherches sonores, dans les ambiances, il y a quand même quelque chose. Ouais, moi, pour moi c'est le meilleur groupe français de toute façon à l'heure actuelle. Puisqu'on était dans un morceau noisy, on va rester un peu dans la même veine en écoutant le morceau suivant de l'album qui s'enchaîne assez bien. Donc je vais pas avoir de problème pour l'accent, puisque c'est un onomatopée.
Comment Bah, il faut dire il a pas réellement de nom en fait. Il a pas de nom. C'est juste, on a juste mis un astérix. Bon, bah on l'écoute. Les 2 derniers morceaux qu'on vient d'écouter sont la face certainement la plus violente, noisy de l'album, même puisqu'il y a aussi des côtés très calmes. Moi je reconnais vraiment des influences très post-rock, que ce soit Mogwai ou Sigur Rós. Comment tu t'y retrouves dedans? Bah c'est des groupes que j'ai l'habitude d'écouter, donc forcément je pense que ça se ressent vachement. Je pense que c'est Femme 83, c'est vraiment le mélange de mes influences, quoi, qu'elles soient noisy ou rock et électro, quoi. Donc c'est vrai que ça fait appel à beaucoup de groupes qu'on connaît déjà, quoi. C'est le son qui change un peu par rapport aux 2 précédents albums, mais la structure finalement, les structures de morceaux restent à peu près pareilles. Ouais, puis il y a ce côté quand même plus pop qu'on retrouve sur cet Notamment album-là, avec le chant. peut-être avec le chant qu'on retrouvait pas sur les 2 premiers. Ouais. Et le côté moins électro aussi. Et puisque cet album est un peu une photographie de la tournée de l'album précédent, comment va évoluer le son avec la tournée de cet album? J'aime bien le fait de faire un truc différent par rapport au disque, donc de créer quelque chose de complètement différent sur scène. Donc plus pop finalement. Ça sera beaucoup plus rock que pop. Ouais. Ouais, les guitares seront beaucoup plus en avant que sur le disque en tout cas. Mais ce qui était déjà le cas un peu de la dernière. Ouais, exactement. Ouais. Avec Ord et Alex et Nico, c'était un peu le cas aussi. Dans les références, en tout cas, ce qui est écrit dans la bio, on renvoie aussi à My Bloody Valentine. Ouais, bah ça, je commence à m'y habituer puisque c'est un peu l'influence principale qu'on cite à chaque fois lors de chaque interview. Donc je commence à m'y faire, quoi. Mais est-ce qu'on imagine Kevin Shields, le leader de My Bloody Valentine, comme un Brian Wilson des temps modernes qui n'arrive pas à sortir de son studio et à travailler tous les sons? Donc est-ce que tu es un peu comme ça, toi aussi, faire attention à tout Non, pas vraiment en fait. Plus tôt je pars du studio et mieux je me porte. non, mais c'est pour les 35 heures alors. Voilà, je suis vraiment pour les 35 heures. Vous auriez dû m'appeler pour militer, quoi. Et non, je suis pas le genre de mec à chercher vraiment le son adéquat à tel passage de tel morceau. Je suis plutôt le genre à se satisfaire de ce que j'ai, des sons que j'ai. Mais t'es encore à l'aise avec tes anciens albums, par exemple? Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas réécouté les 2 premiers, même si je suis un petit peu obligé pour qu'on reprend quelques titres en live, mais ça s'est entendu là, le coup du martini dans le verre. Hein. Bon, on s'en cache pas. Mais j'ai du mal à me réécouter en fait. Ouais. Et à réécouter les morceaux qu'on a pu faire avec Nico ou les 2 premiers albums. D'accord, non mais ça vient peut-être justement de cette production qui est instantanée mais qui est pas... Ouais, bah justement, enfin sur ce disque-là, j'avais vraiment envie d'une production qui puisse peut-être plus tenir dans le temps que le premier album par exemple, quoi, qui fait très face B. Voilà. C'est toi qui le dis. Hein. C'est moi qui le dis, exactement. On écoute le morceau qui fait très très cinématographique de l'album et puis on en parlera juste après. Tu donnes le titre en anglais? C'est Cartier Terror, il me semble, c'est ça. Alors la question évidente, c'est extrait de quel film ça? Non, en fait c'est extrait d'aucun film finalement, puisque c'est un texte qu'on a écrit avec mon frère et qu'on a fait lire à une actrice américaine pour justement créer notre propre film, voilà. Ok, mais ça ferait dialogue de film quand même. Ouais, mais c'est le but en fait. Vu que sur le premier album avec Nico, on avait l'habitude d'utiliser pas mal de dialogues pour aller avec notre musique. Finalement, c'est un peu un pied de nez à ce premier disque et on a décidé de créer le dialogue du début jusqu'à la fin avec les ambiances sonores pour créer vraiment notre propre film. D'accord, il y a eu l'idée de Diabologum en tête quelque part quand t'as voulu faire ça? Non, pas vraiment. Plus quand Diabologum, plus quand on a commencé à faire ce genre de concept, de prendre un dialogue de film pour aller avec la musique, une musique instrumentale. Ouais. D'accord. Diabologum, donc
groupe français des années 90 qui était assez énorme, qui ont fait que 3 albums. Et là, on parlait notamment de la chanson La Maman et la Putain sur l'album 3. qui s'appelle 3, voilà, tout simplement. Avant d'aller enregistrer, t'avais une idée de ce que ça allait donner Plus ou moins dans ma tête, ouais. Mais Parce que comme tu dis que c'est instantané quand même, notamment au niveau de la production. Après, c'est vrai qu'il y a des surprises, enfin des prises qu'on retrouve. Enfin, que j'avais pas idée qu'on pouvait faire ce genre de truc, par exemple au niveau sonore. Et donc des trucs qu'on a gardés, des fausses prises ou des fausses prises de guitare, des trucs comme ça, quoi. Donc il y a ce côté instantané qu'on peut retrouver dans des productions live, quoi. Et sinon, la plupart des morceaux étaient déjà structurés avant de rentrer en studio. Mais si sur scène tu vas vers des choses plus rock, plus violentes, t'as pas la tentation malgré tout de reproduire ça sur disque ou sur un futur 4e album? Ouais, mais je suis encore jeune, donc j'ai le temps, et puis j'ai encore plein d'albums à faire sur Goom à cause du contrat qui nous lie jusqu'en 2012. Ouais, plains-toi, parce qu'avec la crise du disque, au moins t'es sûr d'être bien au chaud dans une maison. Les questions à 2 balles, mais au niveau de la pochette, je me souviens des trucs de presse du précédent album où vous étiez bucolique auprès d'une rivière. Alors là, cette fois, c'est un univers de ville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est juste pour trancher un peu avec ce côté, comme tu disais, un petit peu bucolique des 2 premiers albums, et puis pour la pochette du 2e album était enfin moi c'est vraiment une pochette que j'adorais. C'est une belle photo, ouais. Très très belle, et puis c'était tellement dur de revenir après avec une autre photo dans le style, quand finalement on est parti sur quelque chose de complètement différent et de beaucoup plus suggéré, quoi, et de quelque chose d'un peu plus. Mais là, la photo est de qui? Parce que je sais que c'est c'est une photo banale finalement, parce que c'est une photo de ville de nuit, donc c'est pas la photo qui importe. Oui, parce que c'était une artiste, en tout cas la précédente sur le 2e album. Ouais, c'était Justine Carland, voilà, qui a l'habitude de faire des recueils de photos. Et qui fait un super travail. Donc exactement. Là, c'est pas le cas en l'occurrence. Vous n'êtes pas allé piocher chez un ou une artiste. Non. Ok. On parle des États-Unis, mais ça se passe comment en Angleterre notamment, ou tous les autres En Angleterre, ça se passe plutôt bien aussi. Enfin, dans tous les pays anglophones, ça se passe bien. Au Canada, ça se passe bien. On a un peu plus de mal avec l'Allemagne. Le Japon, pour l'instant, c'est un peu dur aussi, mais les principaux territoires, ça reste quand même la France, l'Angleterre et les États-Unis. Ok. On vous prenait un peu le chou, notamment il y a 2 ans, je t'avais pris le chou sur un côté un peu sombre de la musique, et ça pourrait peut-être correspondre avec les pays du Nord qui vous écoutent plus. Ouais, avec des pays comme la Suède ou le Danemark, ouais. Bah, on va faire une tournée là en mars, là-bas. Ok, bon, on est arrivé au terme de cette première partie d'émission. Anthony, on te remercie. Après les infos, on écoutera encore du M83. Agora nous donne l'heure. 20h sur